Il y a un passage capital dans Pluie et vent sur Télémé Miracle, notamment pour comprendre la place qu'occupent les contes dans le roman. Ce passage que je vais ici vous lire commence par « Et puis grand-mère ». Pour que la lecture ne soit pas trop longue, j'ai choisi de couper l'extrait juste avant que Toussine ne raconte le conte de l'homme qui voulait vivre à l'odeur, un conte qui annonce d'une certaine manière les épreuves qui attendent Élie et par ricochet Télumé. Ici, la narratrice revient sur un moment fondateur de sa jeunesse répété tous les jeudis. Souvenez-vous qu'à l'époque, c'était le jeudi qu'il n'y avait pas école. Élie et Télumé passent leur journée au bassin bleu avec les autres enfants du village. Lorsque la nuit tombe, ils retrouvent la case de Reine sans nom. Ils se préparent et rangent la case. Ils mangent un repas succulent préparé par la grand-mère. Ensuite, celle-ci se transforme en une conteuse hors pair. À la lecture, il vous faut essayer de faire entendre tout le rituel qui se met en place avant les contes. Simone Schwarzbart crée une ambiance et rappelle aussi les pratiques traditionnellement associées à ce moment de partage et de transmission. Avant même de commencer à conter, Toussine rend hommage à ses proches disparus, dont Jérémie, son époux, et sa fille Méranée. Il faut, autant que possible, à ce moment-là, adopter un ton solennel, un peu comme lors d'une cérémonie liturgique. Il est fait référence dans le texte au « de profundis », qui est parfois cité lors des offices religieux. Sans en faire trop, pensez à garder un rythme lent avec beaucoup de pauses, un peu comme dans une prière. On a l'impression que les morts répondent à ce rituel par le biais du vent qui se lève, qui vient de la terre et qui souffle tout autour de la case. Jouez avec le rythme des phrases pour montrer ce moment de questions-réponses entre le monde des vivants et celui des morts. En fait, Reine sans nom inscrit le moment des contes dans un temps qui est presque suspendu pour les enfants. Ce n'est qu'après ce rituel de passage que le rêve s'impose devant les yeux de Télumé. N'hésitez pas, comme si vous étiez la conteuse Toussine, à particulièrement faire entendre le merveilleux qui repose dans les images de ce passage. Les poissons vivent dans les airs, les arbres sont des êtres vivants doués de paroles. Il vous faut insister sur ces images par lesquelles Télumé est captivé, les métaphores, les personnifications. Mais il vous faut aussi penser au rythme un peu saccadé qui est marqué par les virgules. Il montre que Toussine ajoute, couche par couche, une histoire à une autre, même si elles ne nous sont pas racontées. Ce rythme imite aussi celui des pages d'un livre qu'on tourne. La figure de Toussine se rapproche alors de celle de l'écrivain et celle de Télumé d'une lectrice. Les récits se déroulent au fil des pages. Télumé est alors aussi un peu semblable à nous. On assiste ici à une mise en abîme. Simone Schwarzbart insère à l'intérieur de ce roman une représentation du roman. Elle montre aussi que le roman et les contes ont les mêmes fonctions. Faire rêver, propulser dans un imaginaire, mais aussi montrer les manquements du monde. Ainsi, si dans un monde rêvé, le nègre est enfant de Dieu, je cite le texte, ça veut dire qu'il ne l'est pas vraiment dans le monde réel, où, en effet, le racisme occupe une place démesurée. Souvenez-vous aussi que les contes ont une vocation didactique, c'est-à-dire qu'en les racontant, on veut apprendre quelque chose aux enfants. Le seul conte qui est nommé ici, c'est celui sur lequel s'achève le passage, le conte de l'homme qui voulait vivre à l'odeur. Il est très important, car Élie devient plus tard un peu cet homme perdu qui ne retrouve plus le chemin de son humanité et se laisse guider par des forces qui le dépassent. Je vais maintenant vous lire ce passage. Et puis grand-mère déposait précautionneusement sa carcasse dans la berceuse d'Odine. Nous nous asseyons à ses pieds, de part et d'autre, sur de vieux sacs de farine. Et, après un de profundis pour ses morts, Jérémie, Zango, Minerve et sa fille Méranée, elle nous disait quelques contes sur lesquels s'achevaient nos jeudis. Au-dessus de nos têtes, le vent de terre faisait craquer les tôles rouillées du toit. La voix de Reine sans nom était rayonnante, lointaine. Un vague sourire plissait ses yeux, tandis qu'elle ouvrait devant nous le monde où les arbres crient, les poissons volent, les oiseaux captivent le chasseur et le nègre est enfant de Dieu. Elle sentait ces mots, ces phrases, possédait l'art de les arranger en images et en sons, en musique pure, en exaltation. Elle savait parler, elle aimait parler pour ses deux enfants, Élie et moi. Avec une parole, on empêche un homme de se briser, ainsi s'exprimait-elle. Les contes étaient disposés en elle comme les pages d'un livre. Elle nous en racontait 5 tous les jeudis. Mais le 5e était toujours le même, celui de la fin, le conte de l'homme qui voulait vivre à l'odeur.